Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec le militaire congolais enlevé dimanche dans la zone neutre à la frontière entre les deux pays par des policiers rwandais pourrait être libéré mardi selon Radio Okapi qui cite des responsables des FARDC au Nord Kivu. Ce lundi, une équipe du mécanisme conjoint de vérification de la frontière de la CIRGL s'est rendue à Gisenyi, la ville rwandaise frontalière de Goma, où est détenu le sergent-major Munanga Lusakana. Cette équipe est allée pour recueillir des informations sur l'incident qui a conduit justement à l'arrestation de ce sous-officier, une arrestation considérée comme une provocation plutôt et qui a créé une vive tension à Goma. Direction l'Assemblée nationale où s'est ouverte ce lundi la session ordinaire de septembre 2013, une session budgétaire pour l'année 2014. Obaminakou, président de la Chambre basse du Parlement, reste conscient que cette session sera tenue dans un contexte dominé par les concertations nationales. Mathieu Kamango. Nous sommes à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Honneur militaire pour le président de la Chambre basse, Obaminakou, qui fait son entrée dans la salle des congrès, pleine à craquer. Une cérémonie d'ouverture de la session ordinaire ponctuée par des temps forts. D'abord, le discours d'ouverture du président de la Chambre basse. Obaminakou annonce que c'est une session essentiellement budgétaire, avec d'autres questions prioritaires. Justin Kumba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo-Brazzaville, invité d'Obaminakou, a dans son discours qualifié de concertation nationale initiée par Joseph Kabila d'opportunité pour la cohésion nationale en ce moment où la situation sécuritaire est préoccupante à l'est de la RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. Conscients des défis qui les attendent, les députés nationaux restent confiants quant à cette session essentiellement budgétaire. Le président a rappelé une mesure importante prise par le chef de l'État pour décrisper l'atmosphère. C'est celle d'accorder des mesures de faveur à certains condamnés actuellement, en utilisant les 3 institutions prévues par la loi, à savoir la libération conditionnelle, la grâce présidentielle, mais aussi l'amnistie. Il a stigmatisé le fait que le travail qui nous attend, c'est un travail de budget, que nous devons nécessairement travailler pour que nous puissions donc donner à la population les outils de travail pour le développement de notre pays. Plusieurs réactions après le discours d'ouverture de Obaminakou pour cette session budgétaire et de son invité, le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville. Discours très applaudi par l'assistance constituée des membres du gouvernement, du bureau du Sénat et des députés nationaux. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le mot solidarité. Solidarité entre les deux pays pour la recherche de la paix. Et c'est là, à travers les concertations nationales qui sont en train de se tenir. Satisfaction, effectivement, de voir que l'Afrique se réveille à travers ce noyau de l'Afrique centrale. Ça devrait s'étendre, ça devait aller beaucoup plus loin, jusqu'à embrasser non seulement la sous-région, mais l'entièreté de la région d'Afrique. Parce qu'au fait, les guerres ne nous avancent à rien. Nous avons suffisamment de ressources à travers l'Afrique pour que finalement les guerres qui n'ont aucun objectif autre que des intérêts personnels, qu'elles cessent définitivement. Les deux ont appelé à la paix, à la cohésion. Et les deux ont salué aussi la cohésion qui existe entre les deux pays frères, les deux pays les plus rapprochés du monde. Donc moi je pense que je fais une analyse qui est positive, que le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazza se soit déplacé pour venir répondre à l'invitation de son collègue. Cela prouve qu'il y a l'harmonie entre les institutions sœurs. Depuis l'avènement du président Minakou à la tête de l'Assemblée nationale, on a vu une dynamique tout à fait nouvelle s'instaurer dans le cadre du renforcement des relations entre notre Assemblée législative et les assemblées législatives africaines.
Outre le rôle de légiférer, l'Assemblée nationale a une autre mission, celle de contrôler donc le contrôle parlementaire. Les ministres nationaux sont appelés à répondre à cet exercice démocratique. Nombreux pour raison de voyage à l'étranger n'y répondent plus. Un comportement plutôt fustigé par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, lors de son discours de cette session ordinaire. Un nouveau mécanisme sera mis en place dès le début de cette session pour permettre aux honorables députés d'exercer pleinement et sereinement leur fonction de contrôleur des institutions et établissements. L'on s'y entendait les moins. Outre les rôles de légiférer les lois, l'Assemblée nationale est un organe de contrôle gouvernemental et les ministres sont appelés à répondre à cet exercice démocratique, au lieu de trouver toujours des prétextes de voyage à l'étranger pour ne pas répondre à cet exercice. Le président a fait entendre que la session passée a été productive par rapport au nombre de lois qui ont été votées, mais il a interpellé, rappelé et constaté et en même temps remarquant que le contrôle parlementaire n'était pas encore très au point, mais que chacun de nous devrait en faire son affaire pour cette fois, afin de faire mener à bon port la gestion de la chose publique. La question du contrôle parlementaire ne doit pas être dérobée, que ce soit pour le contrôleur ni pour le contrôlé. Et nous déplorons cette attitude, c'est-à-dire pendant les sessions, pendant la convocation ou le contrôle parlementaire, nous remarquons que d'autres ministres prennent des avions pour aller ailleurs. Les ministres ont-ils peur de répondre de leur gestion représentant des souverains primaires? Nous continuons à travailler normalement jusqu'au jour où le Parlement qui nous a investis nous dira que ce n'est plus lui, jusqu'au jour où le président de la République en décidera autrement. C'est une session ordinaire et budgétaire, certes. Même monsieur le ministre du gouvernement Matata, préparez-vous aussi au contrôle parlementaire. C'est un exercice démocratique. Sachez également que le gouvernement de la RDC est déterminé à prendre en charge la suite du processus électoral. Il s'agit de la continuité de ses propres efforts sur lesquels viendra se greffer l'appui de la communauté internationale. Ceci ressort de la deuxième rencontre du comité de partenariat entre l'exécutif national, la CENI et les partenaires multilatéraux. Rencontre organisée ce lundi 16 septembre à Kinshasa. Les travaux des concertations nationales et la reprise encore timide des pourparlers de Kampala n'ont aucunement changé la volonté, encore moins détourné l'attention du bureau de la Commission électorale nationale indépendante et de sa plénière sur la suite du processus électoral en République démocratique du Congo. Et cette rencontre gouvernement, membres du bureau de la CENI, partenaires multilatéraux en est la preuve. Parmi les sujets évoqués, le dernier séminaire de leadership organisé au profit des agents de la CENI, les informations sur les diagnostics organisationnels et celui du fichier électoral. Des éléments édifiants pour le gouvernement central représenté par le vice-ministre de l'Intérieur qui a annoncé la volonté du Premier ministre Matata Ponyo de continuer à s'approprier financièrement le processus électoral amorcé en 2011. Une détermination que viendra appuyer les partenaires multilatéraux, a indiqué en réaction Adama Koulibaly, le directeur pays PNUD. Sachez que la Commission électorale nationale indépendante a déjà élaboré un projet de chronogramme pour la suite du processus électoral. Il sera bientôt soumis aux discussions avec les différents partenaires et autres acteurs électoraux. Parlons dans ce journal santé, renforcer les capacités des journalistes dans la prévention de la transmission du VIH-Sida, de la mère à l'enfant et les violences sexuelles. Tel était l'objectif de l'atelier organisé par le réseau des communicateurs pour la population et le développement. Les participants qui ont pris la résolution de traiter les questions liées à ces deux fléaux avec professionnalisme ont élaboré un plan de travail des médias et émis des recommandations au gouvernement et aux partenaires. Charlotte Ibouaba. Ce sont mes capacités qui sont renforcées. Tout ce que nous savons faire, c'est de lutter contre ces fléaux à travers les médias. C'est la résolution prise par les professionnels de médias après 4 jours de formation sous la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et la lutte contre les violences sexuelles. Mais comment se fera ces plans de riposte? Créer des espaces ou traiter des questions qui ont trait à la lutte contre les violences sexuelles et le VIH-Sida. En RDC,
Le rapport épidémiologique des surveillances du VIH-Sida en 2011 indique que plus de 75 000 femmes enceintes vivent avec le VIH. Les nouvelles infections sont elles aussi en augmentation. La situation des violences, les inégalités liées au genre influencent la vulnérabilité et les risques liés au VIH. D'où ces recommandations. Au gouvernement, les journalistes sont recommandés de veiller à l'application des lois sur les violences sexuelles et sur la protection des droits des personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées. Organiser des audiences foraines pour décourager les auteurs de violences sexuelles ou les potentiels auteurs. Des recommandations ont été adressées à d'autres partenaires. C'est entre autres de faciliter l'échange d'informations entre journalistes au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. Et des recommandations qui ont été suivies par le gouvernement, représentées par le secrétaire général du ministère des Médias, du Genre et des partenaires. Comme toute formation, la cérémonie de clôture a été bouclée par la remise des brevets aux participants qui ont pris l'engagement de contribuer efficacement dans la riposte au VIH et violences sexuelles. Et puis le très célèbre gouverneur de la province du Katanga fait actuellement l'objet d'un complot de la part de certains leaders de sa contrée. Information livrée par le journal Congo News. Selon la confession d'un des conspirateurs dont l'identité est encore gardée secret, ce dernier devrait être éliminé physiquement et faire porter alors le chapeau au chef de l'État, Joseph Kabila. Publication ce lundi à Kinshasa par Southern Africa Resource Watch du deuxième rapport sur l'exploitation artisanale des minerais dans l'est de la RDC, produit des enquêtes menées par des chercheurs de SARO sur l'exploitation artisanale de l'or dans les provinces du Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Oriental. Il ressort de ce rapport centré sur le coût de l'or congolais que les mineurs et leurs familles vivent dans une extrême pauvreté dans les régions les plus riches en ressources minières en République démocratique du Congo. Dans des mines comme celle-ci, ils sont de milliers, femmes et enfants, exploités, négligés, aux prises à plusieurs formes d'abus. C'est le constat des chercheurs de Sarrois à partir des interviews faites à des centaines de femmes, des filles et des garçons sur terrain. Ce coût de l'or-là qui est symbolisé non pas par les chiffres, c'est symbolisé par les conditions de vie, représente trois problèmes majeurs. C'est la pauvreté, les habits et l'écroulement des structures familiales. Les enquêteurs ont envie que l'homme qui est dans la carrière, qui trouve un peu de revenus, qui devient, comme je l'ai dit, des PDG momentanés, et être devenu des riches pour quelque temps et abandonner même leur famille ou détruire même leur vie conjugale. Des actes décriés dans ce rapport et constituent des violations des conventions des Nations Unies sur les droits de l'enfant et de la femme, déplorent ces chercheurs. Le paradoxe entre une exploitation intense des ressources aurifères et une pauvreté de plus en plus croissante des populations, ça met également un accent particulier sur les droits des femmes. Les femmes qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité de plus en plus croissante, mais aussi des enfants qui se retrouvent dans l'exploitation de l'or. Cette situation est davantage liée à un problème de gouvernance, à un problème d'encadrement également des personnes agissantes dans ce secteur. Il y a donc urgence d'agir pour le gouvernement congolais et la communauté internationale avant que la situation ne prenne des proportions beaucoup plus compliquées. Tout à fait autre chose à présent, se sent mieux que chez soi après avoir passé près d'une semaine à Rome où elle a rencontré le pape François. La première dame Marie-Olive Lembe a regagné Kinshasa dimanche dans la soirée dès son arrivée à l'aéroport de Njili en passant par le boulevard Lumumba jusqu'à sa résidence de la Gombe. Marie-Olive Lembe Kabila a été accueillie chaleureusement par la population congolaise. Les mamans catholiques, kimbanguistes et celles du PPRD n'ont pas voulu passer cet événement sous silence. Des bénédictions spéciales pour le peuple congolais en général et la communauté catholique en particulier, c'est ce qu'a obtenu Marie-Olive Lembe Kabila auprès du pape François au Saint-Siège. Pendant près d'une semaine, la première dame a effectué un pèlerinage à Rome pour déposer la requête de la République démocratique du Congo auprès du Saint-Père qui, par respect pour la femme, s'est déplacé de son trône pour marcher vers l'épouse du chef de l'État. Dès son retour au pays, à partir de la piste de l'aéroport international de Njili, Marie-Olive Lembe Kabila a été accueillie d'abord par un comité d'accueil au pied de l'avion.
Toujours à l'aéroport, les mamans catholiques lui ont adressé un message de reconnaissance, de remerciement pour la requête du Congo remise à Rome au pape François. Au sortir du salon de l'aéroport, c'est une foule en liesse qui attend recevoir de la première dame les bénédictions papales. La joie était au comble.